Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette session live avec le docteur Laurent Serre. Je suis Renaud et je serai votre modérateur pour ce soir. Donc, nous sommes ensemble pour une petite heure autour du thème du digital, du gain de temps fauteuil et de la mise en charge immédiate. Le thème exact de la conférence du docteur Serre sera le digital workflow dans le traitement implantaire par mise en charge immédiate, la clé pour un résultat gagnant. Précision égale temps égale gain de temps en fauteuil. Donc, très rapidement, je vais vous présenter le docteur Laurent Serre. Donc, il est spécialiste en implantologie et en réhabilitation esthétique. Il a la chance de travailler dans une très belle ville dans le sud de la France parce il exerce à Cannes, donc avec son cabinet pas très loin de la Croisette et du Palais des Festivals. Donc, le docteur Laurent Serre a donc un DU d'implantologie, il est également expert. Depuis 2018, il est vice-président de la Computer Aided Implantology Academy. Donc, c'est vrai qu'il s'est penché très tôt sur le domaine du digital en chirurgie dentaire. C'est même un des précurseurs dans ce domaine. Il a notamment collaboré au développement de plusieurs systèmes et a conçu aussi les premiers guides chirurgicaux. Donc, depuis 5 ans maintenant, il travaille avec le système Air2Gate de Megagen pour tous ces cas de mise en charge immédiate. Et nous allons voir ensemble ce que ce système Air2Gate lui apporte dans sa pratique. Donc, d'un point de vue organisationnel, concernant les questions, donc, je vous invite à les mettre dans le chat et dans les questions et réponses. Donc, moi, je vais centraliser toutes ces questions. Justement, pour éviter qu'il y ait toujours les mêmes, je vais centraliser les questions et je les poserai à la fin de la conférence. Et si toutefois, il y a vraiment beaucoup de questions, le docteur Serre vous répondra après par mail. Mais donc, je vous invite à envoyer vos questions sur le petit Q&R de l'application Zoom. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Laurent Serre. Bien, bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous. Donc, je voulais juste rectifier le titre de la conférence qui a été annoncé comme le Digital Workflow dans le traitement implantaire. En fait, on va être plus axé sur le traitement implantaire par mise en charge immédiate, c'est-à-dire en quoi le Digital Workflow va nous permettre de nous aider à parfaire nos traitements implantaires dans la mise en charge immédiate. Mais avant de commencer vraiment dans ce thème-là, je voudrais bien préciser, pour que les choses soient bien claires, qu'en est-il de ce qu'on appelle un traitement implantaire par mise en charge immédiate? Donc, je voudrais revenir sur les différentes nominations, terminologies et process qui vous sont présentés. On peut en définir 5 qui sont donc l'implant avec la bague de cicatrisation à temps zéro, l'implant avec la bague de cicatrisation personnalisée, c'est-à-dire qu'on fait une empreinte durant la chirurgie, et on vient mettre une bague de cicatrisation qui a la forme un peu de la dent, de l'émergence profile. L'implant et la prothèse qui est faite à 24 heures, de 24 heures à 7 jours. L'implant et la prothèse qui est faite à 2 heures, ou alors l'implant avec la prothèse qui est faite tout de suite. Donc, si on se réfère à l'implant avec ce qu'on appelle la bague de cicatrisation au temps zéro, ce n'est pas de la mise en charge immédiate, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie en un temps. L'implant avec la bague de cicatrisation personnalisée donc nécessite une empreinte, qui soit analogique, soit numérique, et on pose dans un second temps opératoire ce healing abutment personnalisé. C'est aussi une chirurgie en un temps, ce n'est pas de la mise en charge immédiate. Par contre, quand on fait un implant et qu'on vient poser une prothèse qu'on a fait en 24 heures ou en 7 jours, là, on fait une empreinte opératoire, numérique et analogique. On pose la prothèse soit à 24 heures ou à 7 jours, c'est la mise en charge immédiate. De la même façon, si on utilise une empreinte numérique avec des prothèses unitaires, on peut tout à fait faire la prothèse par le laboratoire ou bien l'usineuse dans son cabinet à 2 heures. Et là, on a une pose prothétique donc, dans un second temps, c'est de la mise en charge immédiate. Et ce qu'on va voir ce soir grâce au système Air2Gate, c'est l'implant avec la prothèse à T0. C'est-à-dire ce qu'on parle de mise en charge immédiate instantanée. Ça veut dire que la prothèse est faite en 4 cam en préopératoire et qu'il n'y a absolument pas de temps passé au fauteuil pour la prothèse. C'est ce qu'on va développer dans cette lecture.
Le deuxième point important pour certains qui peuvent se poser des questions sur la mise en charge, c'est qu'en est-il du taux de succès de la mise en charge immédiate? Donc, on va se référer à la science, aux articles, aux trucs scientifiques. Donc, on peut voir qu'il y a des articles qui sont parus en 1997, donc ça, c'est pas récent, hein. On voit de nombreuses publications actuellement, mais c'est des choses qui existent depuis plus de 20 ans maintenant. Même bien avant, puisque l'implantologie, au départ, l'implantologie, on faisait de la mise en charge immédiate systématique. Avant les techniques de Bradmark, on a attendu 3 mois en bas et 4 ou 5 mois au maxillaire. L'implantologie se faisait en mise en charge immédiate. Donc, on a pas mal de références là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, on peut estimer, avec les process qu'on connaît, qu'on pratique, on est pratiquement à 98% de succès sur la mise en charge immédiate, ce qui correspond pratiquement, je dirais, à la mise en charge retardée. Ceci étant, il est bien évident que ces taux de succès de 98% ne sont valables que si on respecte parfaitement les impératifs de cette mise en charge immédiate. Et parmi ces impératifs, l'impératif majeur, c'est la stabilité primaire de l'implant. C'est-à-dire qu'il faut que votre implant soit parfaitement stabilisé. Donc pour ça, on a des valeurs qui ont été établies. Bon, il y a différentes études qui ont été faites, différents articles. Moi, je me réfère aux études qui ont été faites par les 3 professeurs coréens, Hang, Kim et le professeur Park, où ils ont fait beaucoup d'études sur de nombreux implants posés, je crois que c'est 1000 ou 2000 implants. Ils ont checké toutes les 4 semaines l'ASQ, etc. Donc, ils estiment que pour un implant unitaire, si on a un ISQ de 75 et une insertion de torque de 45, on peut faire la mise en charge immédiate. Sur un partiel, sur un ISQ à 70 et une insertion de torque à 40, on peut faire la mise en charge immédiate. Et sur un full arch, quand on met 6 implants, si vos implants ont des ISQ de 65 et des insertions de torque à 30, c'est tout à fait envisageable de faire de la mise en charge immédiate. Donc, il faut respecter ces données en correspondance avec le design de l'implant et avec l'os. Le deuxième point important, c'est qu'il faut utiliser un concept de prothèse vissée. La mise en charge immédiate tolère très mal le système de prothèse scellée. Donc, pensez dans vos planifications à gérer la prothèse avec la prothèse, le concept vissé, c'est-à-dire un implant, un multi-unit et une gaine, donc sur sa calcinable ou pas, sur lequel on va venir mettre l'armature de la prothèse. Troisième point qui me semble important, c'est qu'il faut faire toujours au mieux pour que votre axe prothétique, donc l'axe de l'implant, soit dans le volume prothétique. Alors bien souvent, ce n'est pas forcément le cas parce que quand on va avoir parfaitement une stabilité implantaire, donc que l'implant soit parfaitement entouré d'os, c'est bien la sortie de l'implant, lui, peut sortir en palatin, voire en vestibulaire. Et de même façon, quand on a un parfait positionnement de l'axe prothétique implantaire, eh bien, l'implant, lui, on s'aperçoit qu'il n'est pas dans une bonne position, il est trop près des corticales, on ne respecte pas les 2 mm osseux. Mais c'est pour ça que les sociétés d'implants nous proposent des systèmes angulés pour venir corriger cette situation. Et donc, il faut pouvoir aussi, dans les mises en charge immédiates, anticiper ces systèmes d'angulation pour corriger les axes, de façon à avoir un implant qui est parfaitement dans l'os et parfaitement stabilisé, et un axe prothétique qui est au mieux dans le volume prothétique dans votre future prothèse. Hein. Bon, le deuxième point, c'est qu'en est-il maintenant du digital? Et donc, on va voir comment on va pouvoir optimiser les impératifs de cette mise en charge immédiate en implantologie. Eh bien, par le digital. Et en quoi? Eh bien, parce qu'on va avoir plus de précision, plus de prédictibilité, moins de temps au fauteuil, de la sécurité, de la stabilité. Au jour d'aujourd'hui, qu'en est-il de la dentisterie, ce qu'on appelle la dentisterie digitale? La dentisterie digitale, elle va regrouper différents domaines qu'on commence à bien maîtriser maintenant. C'est l'imagerie 3D, tout ce qui est digital wax-up, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît en design du sourire, etc., qu'on fait par ordinateur. La chirurgie guidée, l'utilisation du 4cam, l'impression 3D, et les caméras optiques qui maintenant sont quand même bien développées et qu'on utilise de plus en plus avec des très bons résultats, et etc., parce qu'en fait, on aborde maintenant des logiciels qui nous permettent de gérer aussi, d'anticiper tous les problèmes occlusaux. Et donc, pour ça, il faut savoir, surtout pour les jeunes générations, que
le numérique, ça va faire partie vraiment de notre exercice. On ne peut pas s'en passer. Et donc, il faut vraiment plonger là-dedans, savoir que tout le monde a des portables, tout le monde utilise un ordinateur, et pourquoi en dentisterie, on n'utiliserait pas aussi le numérique, que ce soit pour faire des empreintes, je sais qu'en ce qui me concerne avec la caméra numérique, je ne fais pratiquement plus d'empreintes analogiques, et tout part par mail chez le prothésiste, ça revient avec des fichiers, on travaille comme ça, c'est le travail du futur. Donc, on va avoir, grâce à l'approche digitale pour ces traitements implantaires, pouvoir faire des planifications, des digital planning, utiliser la chirurgie guidée, le 4CAM process, adapter nos profils d'émergence parfaitement designés, faire des habitements qui sont parfaitement personnalisés et utiliser des matériaux biocompatibles, voilà, tout en minimisant le temps au fauteuil. Donc, la dentisterie digitale va nous permettre d'utiliser tous ces domaines, savoir l'imagerie, etc., pour obtenir plus de précision, de prédictivité et d'adaptation dans nos travaux. Bien, la question qu'on peut se poser maintenant que j'ai posé la mise en charge immédiate et le digital, c'est qu'est-ce que le digital dans les traitements implantaires par mise en charge immédiate? Bien, le digital dans ces traitements-là, eh bien, c'est l'apport du numérique dans chaque étape du traitement implantaire par une mise en charge immédiate. Ça veut dire qu'on va utiliser le numérique pour le planning de nos implants, on va utiliser le numérique et le digital pour la mise en place de l'implant et la chirurgie, et on va utiliser donc l'informatique et le digital pour la pose de la prothèse, parce que la prothèse va être faite en 4CAM avant la chirurgie. Donc, je vais revenir assez rapidement en expliquant un petit peu dans ces trois domaines en quoi le numérique va pouvoir nous aider à parfaire et à sécuriser nos traitements. Bon, si on en parle, si on en revient au digital planning, donc le digital planning, je pense que maintenant pas mal d'entre vous savent de quoi il s'agit. Ça nous permet donc de faire des simulations virtuelles sur nos écrans d'ordinateur, comme on peut voir sur des coupes coronales. On peut définir parfaitement le volume osseux, l'épaisseur gingivale et l'espace prothétique. À partir de là, on va pouvoir simuler le positionnement de nos implants en correspondance avec les lois et les principes biologiques de l'osseointégration. Les lois et les principes biologiques de l'osseointégration, c'est le fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous les connaissez tous, ce sont des choses qui ont été écrites par de nombreux auteurs. Ça veut dire l'implant, il doit y avoir entre le bord osseux et l'implant au minimum 2 mm. Entre l'implant et la dent, 2 mm. Entre deux implants, 3 mm. Et il faut respecter au niveau de la papille 5 mm par rapport au niveau. Bon, ça, ce sont les bases de l'implantologie. Ça, je ne vous apprends rien. Non, mais là, le planning va nous permettre, avec l'ordinateur, de façon nous aider à positionner parfaitement ces implants en correspondance pour avoir, avec ces éléments, pour avoir dans le temps un succès à long terme de nos implants. Si vous mettez vos implants et que vous n'avez qu'un seul millimètre ou 0,5 de la crête du bord osseux, vous risquez d'avoir une fonte osseuse, vous risquez d'avoir des périimplantites, vous risquez de perdre vos implants. Donc le planning vraiment sert à ça. De la même façon, vous pouvez positionner vos implants en endo-osseux, donc parfaitement, vous faites une simulation avant même l'intervention, vous faites votre intervention. De la même façon, ça vous permet d'éviter les zones anatomiques à risque, que ce soit les sinus et le nerf dentaire inférieur, dans les cas de All-in 6 ou All-in 4, sont des techniques plus utilisées. Donc, le digital planning, en quoi ça va nous aider? Dans un premier temps, à optimiser le positionnement de l'implant et de connaître la stabilité primaire de l'implant, on va voir tout à l'heure, d'anticiper l'acte chirurgical par analyse du support biologique et de prédire le traitement implantaire par une visibilité de la fonction et de l'esthétique. Donc, on va voir un petit peu tous ces éléments. Le digital planning, ça va surtout servir à éviter ce genre d'écueil qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire, quand on voit ces cas, vous avez des implants qui sortent complètement vestibulaires, vous avez des implants qui peuvent sortir complètement en palatin. Sur la troisième image, vous avez des implants où il n'y a pas eu suffisamment de réflexion, et donc on a un implant qui est trop gros par rapport à l'épaisseur osseuse, et donc on a une fente osseuse vestibulaire à terme avec des périimplantites. Sur le dernier élément, on a un implant qui a été posé flapless, et peut-être qu'il aurait été plus judicieux de le mettre un peu plus angulé. En fait, le positionnement idéal d'un implant avec le planning, c'est un positionnement où votre implant est parfaitement positionné, à savoir que la partie de votre implant osseuse est en accord avec la biologie, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire respecter les principes de l'ostéo-intégration. Et la partie prothétique correspond aux impératifs, je dirais, esthétiques et fonctionnels de l'implantologie. Voilà. Donc, toujours veiller à prendre le temps
de positionner cet implant et de trouver le parfait positionnement entre la partie osseuse et la partie prothétique pour que les deux parties correspondent au mieux. À savoir, dans ce cas, comme vous pouvez le voir, vous avez la prothèse qui est designée en verre, le support osseux et la gencive. Donc, vous voyez, je bouge un tout petit peu l'implant, ça se joue à quelques millimètres. Hein. Donc, moi, dans l'idée, il va falloir que la biologie soit pour la partie osseuse, soit en correspondance avec les lois de l'ostinflation et l'esthétique et fonction dans la partie prothétique. Donc, ça se joue à pas grand-chose entre les deux éléments. Là, je vais vous faire avoir 3 positionnements qui ont été validés. Hein, vous avez celui de gauche, celui du milieu, celui de droite. Et si on regarde bien, à quelques millimètres près, bon, mais vous avez les deux derniers où on peut voir que l'axe prothétique sort sur la cuspide. Donc là, ça peut poser des problèmes sur l'axe de vissage. Et en ce qui concerne le dernier, on a l'implant qui est trop près du bord vestibulaire. Et donc, ce n'est pas souhaitable. Donc, le meilleur positionnement sera au milieu, qui est entouré de verre, où on a un implant donc, qui va être entouré suffisamment d'os pour assurer une parfaite stabilité de l'implant, et un axe prothétique qui est optimisé, c'est à savoir pile dans le centre de la dent. Donc tous ces petits éléments, ça prend un petit peu de temps, une petite courbe d'apprentissage pour vraiment parfaire votre positionnement implantaire lors du planning. Et malheureusement, ce n'est pas toujours évident, parce que quand on est surtout dans les cas d'extraction-implantation, vous avez des volumes osseux qui peuvent être très, je dirais, en avant, avec des dents qui sont plus rentrées. Et bien l'axe de la racine et l'axe de la couronne n'est pas forcément dans le même axe. Hein. Il y a toujours des angulations qui peuvent se faire. Et quand on fait une planification implantaire en correspondance avec les principes de l'extraction-implantation, à savoir, ça vous connaissez, l'axe de l'implant palatin, forage à 3 ou 4 mm après l'apex, assurer une bonne stabilité de l'implant. Bon, bien, on peut s'apercevoir donc que votre implant, eh bien, si on met l'axe de l'implant avec l'axe prothétique, on va sortir pile eh bien, sur la face incisale, sur le bord incisif de la prothèse. Et en prothèse immédiate, un des concepts, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le concept de prothèse vissée. Et donc, dans ces cas-là, on est un petit peu embêté parce que là, on ne peut pas sortir les vis en vestibulaire. Enfin, on peut, mais esthétiquement, certains patients, si on veut vraiment parfaire le boulot, ce n'est pas souhaitable. Hein. Vous pouvez même voir d'ailleurs sur ce cas qu'on peut aussi réfléchir en amont de la chirurgie sur le gap qu'on a créé avec l'extraction. Est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'os? Est-ce qu'on met du conjonctif? Est-ce qu'on fait une roue de membrane technique? C'est tous ces éléments qui vous permettent de faire l'intervention avant l'intervention. C'est formidable. Donc, je reviens sur mon axe prothétique. Heureusement, dans le planning du Air2Gate, on va pouvoir aussi dans la librairie positionner des multi-unités angulées. Et donc, ça va nous permettre de rectifier l'axe et de savoir avant l'intervention quel type de multi-unités angulées je vais utiliser. Dans la première photo, on a une angulation à 29, et on voit que si j'utilise 29, eh bien, je risque d'avoir une petite bosse en palatin. Alors, pour certains, ça ne dérange pas, sauf que si vous portez cette bosse en palatin et toute la journée vous la sentez avec votre langue, ça peut être préjudiciable, ça peut être même insupportable pour certains patients. Donc là, on a optimisé la planification en positionnant parfaitement l'implant sur l'image de droite pour obtenir la meilleure stabilité primaire possible, avec un axe donc, qui est suffisamment correct, et la planification d'un abutment de 17 degrés, de façon à ce que l'axe prothétique corresponde parfaitement au cingulum de la dent sans aller en vestibulaire. Encore faut-il utiliser ce type de logiciel qui nous permettent donc de parfaire ce positionnement. Moi, j'attache beaucoup d'importance à avoir un implant qui est parfaitement positionné, mais aussi à gérer l'axe prothétique. Ça sert à ça aussi, le planning. Ça sert à avoir des implants où vous avez une dent dans le centre de la cuspide, la sortie prothétique. Éviter d'avoir des sorties entre deux dents, trop vestibulées, trop palatin. La deuxième question qu'on peut se poser avec le digital planning, c'est est-ce que le digital planning peut nous donner des informations sur la densité osseuse? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a, quand on fait un CBCT, on a des composantes gris, blanches, noires, et on dit ben, quand c'est blanc, c'est D1, et puis quand c'est noir, c'est D4. Voilà. Sauf qu'il faut faire attention d'abord, premièrement, du réglage de votre CBCT. Vous voyez là, je vous ai donné 3 images où j'ai changé le réglage donc, de l'image du CBCT. En haut, vous pouvez considérer sur l'image en haut, vous dites, ben là, je suis sur un os D2, bon, il y a les corticales osseuses, mais si on regarde en bas, on peut considérer que ce même os est d'ordre D2, D1. Vous voyez. Donc, il faut faire attention. Les seules images qui sont valables, sachez-le, mais on ne peut pas le faire systématiquement, c'est les images natives du scanner. Voilà.
on a des CBCT au cabinet, ça donne des informations. Ce qui est important, c'est de voir avec les commerciaux, enfin les fournisseurs, de bien régler votre CBCT pour pas qu'il y ait trop de contraste ou de brightness, etc. Et puis bon, le scanner maintenant, je ne suis pas certain qu'à l'hôpital, ce soit toujours possible dans certains centres éventuellement, mais surtout pour des tests, enfin des choses pour l'implantologie, c'est pas toujours évident. Mais donc pensez à bien régler votre CBCT. Donc à partir de là, il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte par rapport à ces lignes ces blancs et ces gris, c'est que quand on fait un CBCT, vous avez 4096 degrés de gris sur des coupes natives. D'accord, c'est 4096 degrés de gris. Maintenant, quand vous sortez ces images et que vous les mettez sur votre computer, vous avez 256 degrés de gris sur l'ordinateur. Donc déjà, on a réduit. Mais quand on arrive sur l'œil, la vision de l'œil humain ne peut reconnaître qu'entre 16 et 32 degrés de gris. D'accord? Donc là, on jump quand même pas mal. Donc ces données de gris sont un petit peu, je dirais, relatives et ce n'est pas toujours juste pour avoir l'appréciation. Donc à partir de là, vous avez le logiciel Air2Gate c'est le docteur Park qui a fait ça avec le docteur Kim. Ils ont fait des études, ils ont sorti ce qu'on appelle le Dentalize, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé différents degrés de gris. Ils sont passés des 4096 et ils ont fait des regroupements pour sortir des couleurs. Et à partir de ces couleurs-là, ils estiment qu'on est dans du tissu dur, du tissu médium et du soft tissu, qu'on peut assimiler à du D1, D2, D3, D4. Alors on n'est pas dans la perfection pile poil, mais on a quand même une idée un peu plus précise si on est dans un os D1, D2, D3, D4. Et ces éléments-là, pour nous, sont fondamentaux, surtout dans les prises décisionnelles pour les mises en charge immédiates, parce qu'on a besoin d'avoir une relative connaissance de la qualité de notre os. La quantité, elle nous est donnée effectivement par l'image, mais la qualité, maintenant, on peut l'avoir grâce à ces logiciels de colorimétrie. C'est important, pourquoi? Tout simplement, quand on connaît parfaitement le design de l'implant, quand on connaît la densité osseuse, on va pouvoir adapter nos différents steps de forage pour essayer d'obtenir un maximum de stabilité primaire. Donc, vous avez le forage, la biologie et l'implant design. Ces études, ce que je vais vous faire voir, ont été adaptées par rapport à Lenny Ridge, qui est un implant un peu spécifique. Je pense que si vous pratiquez les implants mégagènes, vous connaissez. C'est un implant qui a un corps à 3,3 et quand vous grandissez l'implant en diamètre, ce n'est pas le corps qui augmente, ce sont les spires qui augmentent de diamètre. Donc, parfois, on peut se retrouver avec carrément des disques avec un corps à 3,3 et des disques de 5,5. Voilà. Donc, vous avez les forages avec toutes les mensurations que vous connaissez et vous avez votre densité osseuse que vous connaissez grâce à votre software et donc les références implantaires. Il faut bien maîtriser toutes les mensurations et les dimensions de l'implant, à savoir que sur toute cette série d'implants, vous avez le corps qui fait 2,8, 3,3, le plus grand diamètre de l'implant avec les spires est de 4,9. Donc la différence entre le corps et le diamètre, il faut l'évaluer. Dans un implant de 5,5 par exemple, vous avez 2 mm, c'est-à-dire de chaque côté du corps de l'implant, vous avez 1,3. À utiliser essentiellement dans des os, disons, de D3, D4, voyez, où on va venir minimiser le forage. On va être vraiment en sous-forage pour avoir une parfaite stabilité. Donc, à partir de là, bien effectivement, selon la qualité osseuse qu'on a avec cette colorisation, on connaît le volume osseux, on a une idée de la qualité osseuse. Eh bien, dans des os de type D2, on va faire un forage normal. Dans un os donc, de type D3, D4, on va forer à 3,8 avec un implant à 5,5. Et sur un os de type 1, du coup, on va forer à 3,8 en utilisant un implant de 3,5. Parce que l'implant de 3,5, en fait, le bout de ses spires, c'est 3,5 plus 0,4, c'est-à-dire 3,9. Donc, en fait, sur un os de D1, si vous faites un forage à 3,8, votre implant va tenir sur le bout des spires, sur 0,1 mm. Il va tenir, mais au moins, vous allez créer une néovascularisation et vous allez éviter de perdre votre os parce que faire rentrer en force sur un type D1, ça peut créer des craques osseux, ce n'est pas toujours souhaitable. Donc là, vous créez une néovascularisation qui va renforcer votre stabilité implantaire à terme, à ne pas utiliser en mise en charge immédiate, ce genre d'approche. Mais sur un os D1, sur une mise en charge retardée, c'est très intéressant d'avoir ces éléments-là. Donc, c'est ce que j'appelle le no bull stress concept. Maintenant, le logiciel va vous permettre d'avoir ces données et va vous donner son ressenti par rapport à la qualité osseuse, par rapport au séquentiel de forage. Il a un algorithme qui sort automatiquement
par rapport à la densité osseuse qui est recherchée, le séquentiel de forage. Donc, on peut voir sur ce cas-là, bon, c'est un anérythme en position 21. Il a détecté qu'il y a un os, disons, je dirais de D4, donc un os assez pauvre, vu que l'extraction implantation, effectivement, l'ancrage va se faire que sur l'apex, sur un os. Donc, il a considéré qu'il y avait un détail. Donc, il va vous dire, ben là, il faut forer avec les implants, les implants initiaux. Ensuite, vous forez à 2. Et sur le forage, pour un implant qu'on a proposé à 3,5, longueur 13, on va forer à 2,5 et on va s'arrêter là, si on veut de la stabilité. Donc, il vous donne l'information. Après, à vous à fourrer plus ou moins, mais le logiciel vous donne cette information pour obtenir une bonne stabilité. Oui, dans ce cas-là, on est extraction, implantation. On a opté pour un 3,5 par 13. Il va vous dire par rapport à la qualité osseuse, initiale 2, 2,5 après stop. Pour un implant de 3,5, il y a donc un corps de 2,8 et des spires de 3,9. Donc, effectivement, vous allez être un petit peu en autoforage, mais ça va permettre d'assurer une parfaite stabilité. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver en termes du digital de planning. La planification de l'implant en prenant en compte la quantité osseuse, d'accord, le parfait positionnement de l'ancrage osseux avec l'axe prothétique, fondamental dans mon sens. Vous avez une connaissance avec le AirDuGate de la qualité osseuse, savoir vous êtes en D2, D2, D3. Et en plus, vous pouvez avoir cette référence en vous disant, ben, sur une bonne stabilité primaire, voilà ce que l'algorithme a défini pour vous. On va voir maintenant ce qu'il en est au niveau de la chirurgie guidée, qui est le second step de l'apport du digital dans la mise en charge immédiate. Bon, je pense que tout le monde connaît en ce qui concerne la chirurgie guidée, qu'est-ce qu'il en est. En fait, les fichiers issus du planning vont nous permettre de construire des guides pour passer du monde virtuel au monde clinique. Et donc, dans ce type-là, vous voyez, vous avez le guide chirurgical, vous avez le planning, et on a jumpé entre le planning et la clinique grâce à ce guide chirurgical. Bon, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de ces précisions? Parce que des fois, on se pose des questions, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça bouge, etc. Donc ça, je fais référence à une superbe étude qu'a fait mon ami Jacques Vermeulen, parce qu'il avait marre qu'on l'embête en disant, ouais, les systèmes guidés, ça marche pas, c'est pas assez précis, parce que vous utilisez ça parce que vous ne savez pas travailler, etc. Donc il a fait une étude avec 10 praticiens expérimentés. Quand je parle d'expérimentés, c'est des gens qui posent pratiquement 500 implants par an, depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai participé à cette étude, je faisais partie d'un des expérimentateurs. Donc, il nous a proposé donc, un modèle, une planification avec un implant en position 21. Vous aviez un modèle donc, en plastique sur lequel nous allions faire un forage en visualisant la planification, mais sans guide, comme ça. Et ensuite, on a positionné le guide et on a fait le forage avec le guide. Donc, on avait deux forages, un sans guide et un avec guide, juste en regardant la planification. Donc, à vue comme ça, on planifiait, sur la planification, on descendait nos forêts, et une autre avec un système guidé. Bon, et ils ont comparé les résultats par rapport à la planification. Eh bien, il s'est avéré qu'en termes de résultats, vous aviez 3,5 fois plus de déviation quand vous étiez en main libre, en freehand, qu'avec le guide. Et en latéral, c'est-à-dire en latéral et coronal, vous aviez 3 fois plus de déviation à main libre qu'avec un guide. D'accord? Voilà, donc quoi que vous pensiez être super champion, avoir beaucoup d'habileté, etc., quoi qu'on dise, on ne peut pas être plus fort que le système guidé. Ça, c'est pas possible. C'est même si de temps en temps vous allez être bon, mais pour répéter le système, si vous respectez le protocole de la chirurgie guidée, vous pouvez pas vous planter. Vous plantez de très peu. Alors, deuxième question, c'est qu'en est-il de la précision sur les systèmes guidés? C'est-à-dire, on va faire une planification, on va utiliser un guide, et puis on va scanner avant, enfin, on va matcher le scan des implants posés avec la planification pour voir la précision qu'on a obtenue. Alors, il y a tout un tas d'études, il y en a plein d'études, j'en ai sorti quelques-unes si ça vous intéresse, mais tout ce système, ces études ont été faites, c'est important de préciser, sur le système Simplant, qui a été un des premiers systèmes sur lesquels j'ai travaillé pour développer la chirurgie guidée. Et c'est de là sont partis tous les systèmes de guidage. Donc, si on regarde toutes les études, grosso modo, je vais vous faire une moyenne. On a entre 0,2 et 0,5 mm de déviation. Qu'on utilise un guide appui osseux, appui muqueux, appui dentaire. Donc, 0,2, 0,5, c'est pas zéro, mais c'est très précis. Sachez-le. Et c'est pas zéro parce que zéro, c'est impossible. Je vous le dis pourquoi. C'est impossible d'avoir zéro déviation, tout simplement parce que dans les systèmes de guidage, eh bien, vous avez un tube et vous avez un forêt qui rentre dans le tube. Et pour que le forêt rentre dans le tube, il faut qu'il y ait un tout petit peu de tolérance. Sinon, vous ne rentrez pas le forêt dans le tube. La tolérance, elle est de 0,3 ou 0,03, je crois. Ce qui fait qu'au bout, au bout du forêt, eh bien, cette petite tolérance peut faire des petites bascules.
D'accord? Des petites erreurs. C'est pour ça qu'on tombe sur 0,2, 0,5. Ceci étant, on peut parfaitement concevoir que ce système de guidage, quel que soit le système, s'il est parfaitement qu'il est fait raisonnable bien comme il faut, il est safe, il est sécure, il est précis. Donc sachez que le système guidé, enlevez-vous l'idée que ça ne marche pas, etc., c'est parfaitement sécure. Ceci étant, comment assurer un transfert fiable des données du planning? Bon, mais il faut quand même parfaitement respecter le protocole chirurgical de cette chirurgie guidée. Donc, on va revenir là-dessus. Il y a des points importants. La première chose, c'est d'avoir un parfait positionnement du guide. C'est-à-dire que le guide doit être fait suite à une empreinte, une bonne empreinte. Maintenant, on a les infrared scans, c'est-à-dire les empreintes numériques qui nous font des superbes empreintes. Donc, le guide doit parfaitement se positionner suite à une bonne empreinte. Ensuite, quand vous faites un grand guide, un guide important, il faut pouvoir éventuellement le stabiliser avec une clé en silicone de façon à ce que quand vous fermez, vous avez votre guide qui est parfaitement positionné à égale pression de partout. D'accord? Donc, l'utilisation sur un appui dentaire, un parfait positionnement du guide. Si vous êtes sur un full arch, prévoyez de vous faire une clé en silicone pour être sûr que votre guide soit parfaitement stabilisé. Deuxièmement, il faut venir fixer ce guide avec des vis ou alors des pins que vous enlevez, que vous remettez. Quoi qu'il en soit, il faut le fixer. Ça ne suffit pas. On voit sur cette image de gauche le parfait ajustement. Vous voyez les incisives, quand elles rentrent dans le guide, il y a un parfait ajustage. Ça nous permet d'avoir une visualisation si le guide est parfaitement en place ou pas. Et ensuite, on vient le visser. Donc, les vis, il faut aussi les planifier pendant la planification. Il ne faut pas oublier de les planifier. Ça, c'est important. Il faut les planifier pour qu'elles soient accessibles. Donc, pensez à l'axe de tournevis, pas les faire d'arrière en avant dans les zones postérieures, parce que sinon, vous ne pourrez pas les fixer. Voilà. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'assurer un forage guidé, donc à partir du contact osseux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre système que vous utilisez, bon, en l'occurrence ici on a un système AutoGate, il faut que quand vous mettez votre premier fourrage, d'accord, quand le fourré rentre en contact avec l'os, il faut que le fourré soit guidé. Parce que si le fourré n'est pas guidé quand vous rentrez, quand vous tapez le fourré avec l'os, vous pouvez avoir des déviations. Et ça, sur tous les steps du forage, c'est-à-dire pour des implants initiaux, pour des fourrés initiaux, pour des fourrés un peu plus longs, etc. Donc, il faut vraiment valider que quand vous descendez votre fourré dans votre guide, dans votre tube, le fourré soit guidé. Parce que si ce n'est pas le cas, vous voyez sur cette démonstration, eh bien là, si le fourré n'est pas guidé, vous pouvez faire des erreurs à partir de biais. Donc ça, c'est le deuxième point important pour assurer la pérennité de la pose de vos implants avec le guidage. Le troisième point, c'est qu'il faut que l'insertion de l'implant soit parfaitement guidée tout au long de l'insertion de l'implant. Alors moi, maintenant, j'aime bien monter ça à la main et finir à la clé parce que je trouve qu'avec le micromoteur, quand on monte les implants, si on prend un tout petit peu de biais, on n'a aucune maîtrise après, c'est trop costaud. Et ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, j'aime bien finir à la clé pour définir un parfait positionnement de mon implant parce que ce qui m'intéresse dans les cas de mise en charge immédiate, c'est d'avoir un implant et de connaître parfaitement l'indexation de mon implant. C'est-à-dire que l'hexagone de mon implant, je dois le connaître et il doit se situer exactement comme il était dans le planning. Et pour ça, il faut que le système de guidage présente un système d'indexation. Donc, vous voyez ici sur cette photo, le porte-implant, lui, a un système vert qui marque avec une hauteur et une profondeur. Et là, je sais exactement que mon hexagone se situe là. C'est très important quand on va utiliser des mises en charge immédiates avec la protection en amont, avec un connecteur prothétique qui présente un hexagone pour être sûr d'être dans le bon positionnement. De la même façon, quand vous planifiez et que vous utilisez le guide des systèmes angulés, il faut être sûr que votre multi-unité angulée corresponde pile à ce que vous avez planifié. Si vous n'êtes pas dans le bon positionnement de votre hexagone, de votre implant en 3D, eh bien, vous risquez d'avoir votre système angulé qui part trop en vestibulaire, soit derrière. Donc, il faut vraiment être très précis sur cette indexation et tous les systèmes de guidage, s'ils veulent être vraiment cohérents, doivent présenter ce système d'indexation. Et le dernier point fondamental, à mon avis, dans le process du système de guidage, donc retenez bien ces différents points, c'est d'irriguer entre chaque step, que ce soit différents fourrages, l'insertion de l'implant, etc. Prenez le temps de venir irriguer avec du sérum fluide, d'enlever les cellules, etc., les cellules mortes, le tissu osseux pour ne pas créer de bourrage, etc., de bourrage cellulaire. Donc, on a vu, le guidage, ça marche. On a 0,2, 0,5 mm de précision, ce qui est formidable. Ceci étant, il faut bien respecter le protocole. Parfaite stabilité, respecter le forage, bien s'assurer quand on est en contact osseux, le fourré est déjà guidé par le tube. Avoir une insertion implantaire guidée et un système d'indexation pour être sûr du positionnement en 3D de vos implants et surtout de l'hexagone.
On va venir maintenant au troisième point, c'est-à-dire au dernier élément de la mise en charge immédiate, c'est la prothèse. Donc, comment la réalisation prothétique par le digital optimise la réponse biologique et minimise le share time en termes de prothèse, par l'utilisation du CAD-CAM concept en accord avec les principes biologiques. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez parfaitement le système dentaire. On a une dent avec une couronne racine, on a le ligament, on a l'os. Quand on va jumper sur la notion d'implant, eh bien, il n'y a plus le sément, il n'y a plus le ligament parodontal, on a l'implant. On a la partie coronaire qui sera de façon future soit une céramique, soit fait en PMMA pour des prothèses transitoires, des mises en charge immédiates. Et quel est le lien qu'il y a entre l'implant et cette couronne, eh bien, c'est le connecteur prothétique. Et le connecteur prothétique va se définir de trois façons. Vous allez avoir la partie, si on veut dire se mettre la prothèse, la partie du milieu où il va y avoir l'espace biologique, ça vous connaissez bien, et la partie inférieure où on a la connexion avec l'implant, hein, la partie implant. Et donc, sur une prothèse transitoire, on va retrouver ces éléments. Il faut qu'il y ait la prothèse, l'espace biologique et l'implant. Alors, comment tout ça c'est fait? Bon, mais c'est fait grâce au CAD-CAM. Je vais très rapidement. Le CAD-CAM, tout le monde connaît ça. CAD, c'est Computer Aided Design, c'est-à-dire on va venir modéliser sur l'ordinateur en 3D la forme de votre abutment. Donc, on a tout à loisir d'organiser, enfin de dessiner l'émergence profile de votre implant. On peut faire plein de choses, la barre, enfin tout ça. Et le CAM, c'est le Computer Aided Manufacturing, c'est-à-dire que c'est l'usinage de qualité libre, puisque ce sont des machines-outils qui prennent les fichiers donc, de la modélisation 3D, que vous avez fait en 3D, qui les rendent dans la bécane et qui viennent donc faire l'usinage, soit sur du zircone, soit sur des disques en titane, de façon à retrouver parfaitement ce que vous aviez fait en modélisation, de les retrouver en usinage. Hein. Donc ça c'est ce qu'on appelle le CAD-CAM. Hein, ça part de là. Voilà. L'idée de cette notion de CAD-CAM, c'est d'obtenir, en ce qui nous concerne, un abutment prothétique personnalisé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un abutment prothétique personnalisé? Eh bien, c'est un abutment qui a une forme spécifique, une homothétie spécifique, une émergence customisée particulière, un contour qui est lié et qui est inhérent à la location de l'implant, où se situe l'implant avec la hauteur différente. On n'est pas du tout dans le standard, on est dans la personnalisation avec une angulation et des axes parfaitement adaptés. Donc là, vous avez ici sur votre gauche des implants, une couronne finie en transvissé. Ici, vous avez la partie en deux temps, c'est-à-dire vous avez le faux moignon avec la prothèse qui viendra par-dessus. Vous avez ici au milieu donc la prothèse avec la couronne par-dessus, et on revient sur la droite sur la prothèse transitoire, donc en PMMA, qui a été collée sur l'abutment. Donc voilà, grâce au CAD-CAM, ce qu'on peut obtenir comme prothèse, ce qui est de nos jours formidable de pouvoir faire ces éléments personnalisés et adaptés parfaitement à la gencive du patient et à l'émergence du patient. Hein. Donc pour revenir au CAD-CAM concept, donc je résume, on a un T-base avec une connexion usinée, des abutments personnalisés et on utilise des matériaux biocompatibles. Un abutment personnalisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un profil d'émergence concave. De nombreuses études montrent ça maintenant depuis très longtemps. Bon, je sais que depuis quelques temps, on vient de nous dire qu'il faut faire le parapluie, mais ça c'est vieux comme le monde, on le sait que c'est concave. Tout ce qui a été les techniques un petit peu de convexe, c'est voué à avoir une période dans le temps un petit peu de gencive qui a tendance un petit peu à se rétracter. Donc, pensez, quoi qu'il en soit, vous ne vous planterez pas, faites faire par votre prothésiste des émergences qui soient le plus concaves possible. Deuxième élément, c'est quand vous designez avec votre prothésiste, il faut quand même valider avec les OCAD ou d'autres systèmes. Il ne faut pas que votre profil d'émergence ne soit trop compressif sur les tissus mous. Hein. Il faut que ce soit ce qui soit au contact, pas non compressif, mais au contact, pas trop compressif. Et le dernier élément, soit vous faites en deux temps, c'est-à-dire l'inlay sur un plan avec la prothèse par-dessus, mais dans le cadre de la mise en charge immédiate, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux utiliser la prothèse vissée. Et pour ça, pour avoir une prothèse vissée qui sort parfaitement dans le cingulum de l'implant, il n'y a pas mieux que le digital, parce que vous planifiez parfaitement votre implant avec la sortie dans le cingulum, vous avez l'implant qui est parfaitement dans l'axe, et vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toujours plus facile que faire à la main libre. Hein. Donc, pensez à cette notion de digital quand vous vous lancez dans des mises en charge immédiates, même que pour des unitaires. On a plus de précision, d'herméticité, de dureté, de stabilité. Ça évite avec les connexions usinées d'avoir des bactéries, il y a moins de fractures, pas de dévissage, on a le meilleur respect du soft tissu. On peut utiliser des matériaux compatibles comme le titane, le zircon, le PIC, tout ça. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement pour un meilleur respect et une protection de l'espace biologique, élément fondamental de notre implant et du concept implantologique. L'espace biologique, pour avoir des résultats à long terme, pardon, doit être vraiment maîtrisé et stabilisé au mieux. D'accord? Donc, pour ça, il faut mettre tout en œuvre pour assurer une pérennité de cet espace biologique. Et le digital nous aide à ça. On a beau dire ce qu'on veut, ça va nous aider à ça. Hein, parce qu'on est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus adapté, plus personnalisé. Donc, pour ça, c'est très important. Tout ça, c'est dans le but d'éviter les préventions. Alors, ce n'est pas le seul écueil, là, les périimplantites, d'avoir, mais ça en fait partie. Donc, déjà, si vous faites le boulot de cette façon-là, vous minimisez le risque de périimplantites. Bien, comment le digital sécurise le traitement par mise en charge immédiate? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'optimisation de la réponse biologique, grâce au digital, tout au long du digital workflow, ce qu'on appelle le digital workflow, c'est-à-dire avant la chirurgie, lors du planning, on va positionner parfaitement nos implants, on va valider la quantité osseuse, on va vérifier l'axe prothétique de notre implant. Ensuite, on va valider la densité osseuse, la qualité osseuse, est-ce que c'est raisonnable, est-ce qu'on a une stabilité suffisante. Suite à ça, on va envoyer les données, les files, on va obtenir le guide surgical, le surgi guide, et on va obtenir aussi, grâce au fichier qu'on a envoyé et fichier STL, eh bien, on va pouvoir faire la dent en 4 cam avant l'intervention. D'accord? Donc, tout au long de ce workflow, vous allez avoir le numérique qui va intervenir pour la planification, pour le guide et pour la dent. Donc après, donc là, toute cette partie-là, comme vous pouvez le voir, on est sur no share time, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du tout de temps au fauteuil, hein, c'est tout la manipulation d'ordinateur. Bon, au début, ça peut représenter un petit peu de temps pour la planification, mais en fait, c'est qu'une question de planification. Sur une centrale, au début, vous allez passer 1 heure, après, vous allez passer un quart d'heure, et puis après, ça va passer 10 minutes, c'est rien, quoi. Et à la finale, vous commandez, et vous avez votre dent, votre guide et le planning qui est réalisé. Donc après au fauteuil, c'est pareil. La chirurgie est réalisée en respectant parfaitement le protocole. Vous posez l'implant, vous mettez la dent. Voilà. En même temps, j'ai associé dans ce cas-là une petite greffe conjonctive. Vous voyez, on met la dent, ça prend 2 secondes, d'accord? Et on visse. Et vous avez le résultat, l'X-ray. Voilà, on vient visser la prothèse. Et voilà le résultat sur l'image du bas 1 semaine après. Donc là, c'est pareil. Dans cette approche-là, en mise en charge immédiate, on a moins de temps au fauteuil grâce au digital dans les cas de mise en charge immédiate. Hein. Si on doit faire ça de cette approche, comme je l'ai dit sur la première slide, eh bien, vous faites votre implant, ensuite vous faites votre empreinte, vous envoyez au prothésiste, vous recevez 2 heures après. Là, vous avez en temps zéro, mise en charge immédiate, instantanée. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu le tour des différents systèmes par rapport, grâce au digital, c'est la mise en charge immédiate, à savoir lors du planning, lors de la chirurgie guidée et lors de la prothèse. Donc, je vais vous faire maintenant quelques cas cliniques hein, avec différents aspects, comme ça, qui va vous permettre de voir un peu comment j'évolue par rapport à cette approche avec le digital sur la mise en charge immédiate. Donc déjà, le premier cas, c'est un cas relativement simple. C'est un patient que j'ai traité il y a 5 ans, maintenant, il y a pas mal de temps. En fait, il a présenté donc, une centrale avec un problème infectieux. J'ai dû retirer la dent. Donc, vous voyez une fracture, la dent, enfin, il y avait un problème, j'ai dû retirer cette dent. Et puis, alors, évidemment, il habitait loin. Vous avez pu voir, c'est un jeune garçon. Il ne voulait pas qu'on mette. L'esthétique est très, très important pour lui. Donc, il a fallu gérer avec une mise en charge immédiate instantanée. Donc, le planning a été réalisé. Comme je vous ai expliqué, là, j'ai parfaitement positionné un plan au mieux en essayant d'être l'axe prothétique pile dans le centre du cingulum. On a validé ensuite la qualité osseuse. Donc, on est sur un D2. Hein, voilà. Donc, j'ai opté pour un implant de 4, 13 de long. Suite à ça, donc on voit le planning en 3D, la sortie donc du connecteur prothétique qui sort parfaitement de façon à pouvoir nous faire une dent qui soit donc avec le système vissé, pas en 2 temps. Une fois qu'on a validé tous ces éléments-là, eh bien, on va passer commande. Donc, vous avez la prothèse 4cam qui vous est livrée avec le guide chirurgical. Donc, en ce qui concerne le chirurgie guide, bon, mais ça, s'il prend parfaitement appui sur les dents. Voilà, en ce qui concerne le guide, donc c'est validé avec les différents systèmes de forage et la pose de l'implant. Le process 4K nous a permis donc de faire la dent avant l'intervention, à savoir dans un premier temps, comme je l'expliquais, le CAD, Computer Aid Design, c'est-à-dire le modeling 3D de la dent en virtuel, et ensuite le manufacturing, voilà, où on a sorti cette dent en PMMA. C'est une dent provisoire pour mise en charge immédiate. Donc ça, c'est le temps de la chirurgie, donc extraction délicate, il faut faire attention de rien casser, curetage. Et là, je soulève un petit peu la gencive là, de façon à pouvoir prévoir, une fois la pose de l'implant, faire une greffe conjonctive.
dans un second temps. Donc la pose du guide chirurgical avec le protocole parfaitement évoqué tout à l'heure, avec les différents forets. La mise en place de l'implant, on finit à la clé pour être sûr d'avoir une parfaite indexation, parce que la connexion de votre dent prothétique présente un hexagone et il faut que cet hexagone corresponde pile poil à l'hexagone de l'implant. Si l'implant est roté d'un dixième, votre implant est complètement de travers. Donc il faut s'assurer, et c'est que le système d'indexation qui va vous permettre d'avoir le parfait positionnement de votre implant. Donc, on valide l'insertion de torque qui est à 45. On va valider aussi la SQ qui est à 75. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les études des professeurs coréens ont validé que quand on est à une SQ qui est 75 et une insertion de torque à 45, on peut envisager le traitement avec mise en charge immédiate. Donc ça, on pose l'implant. Ça ne nous empêche pas de venir faire une greffe conjonctive, de venir faire une greffe allogénique pour aider le système et de venir mettre la dent temporaire tout de suite le jour de l'intervention. Donc, après, j'ai revu le patient, on a fait la dent définitive, vous voyez. Mais bon, là, je reste là pour ce cas clinique. Donc, pour vous faire voir très simplement, rapidement, une fois qu'on a validé le planning, l'intervention, on met le guide, on extrait la dent délicatement, on met le guide, on fait le forage, on met la dent. Ça prend très peu de temps, c'est tout à fait sécure. Alors, on va avoir un cas, on va monter un peu le niveau maintenant. Un cas un peu plus sympa, enfin un peu plus technique, je dirais. Voilà, cette patiente qui se présente avec ces dents-là, évidemment, si on regarde sous le secteur 2, ben, on s'aperçoit qu'elle a beaucoup de caries, les dents sont abîmées, il va falloir extraire tout ça pour faire des implants. Évidemment, c'est une femme et elle souhaite avoir la mise en charge immédiate parce qu'elle a des impératifs esthétiques de par son. Bon, évidemment, on ne va pas lui dire tout de suite, ouais, banco, on y va. On réfléchit un petit peu, on fait des scanners, on étudie la situation et quand on estime que c'est valable, qu'on peut faire la mise en charge immédiate, évidemment, on va le lui signifier. Enfin, on essaie de tout faire pour. Voilà le cas. Donc, avec sur la latérale un kyste important, de la même façon sur la 24, et au niveau de la molaire au fond, il n'y a pratiquement plus d'os avec le sinus. Donc, toutes ces dents-là vont être extraites. Donc, dans ce cas-là, on va faire extraction-implantation, on va utiliser la chirurgie guidée, on va faire une technique de socket shields, on va utiliser la mise en charge immédiate et on va faire du management tissulaire et osseux. Donc, c'est tous ces éléments qu'on connaît maintenant, toutes ces techniques dans l'implantologie qu'on va adapter, extraction-implantation, chirurgie guidée, socket shields, immediate loading et tissu soft et hard tissue management. OK? Donc, on va faire le planning. La première chose importante, c'est de venir matcher le projet prothétique avec le maxillaire pour avoir une vraie visualisation de ce que sera la prothèse sur le tissu, par rapport au tissu osseux. Donc ça, c'est le matching qui est réalisé par le système Applegate. Et là, on voit parfaitement, donc quand on va planifier la dent numéro 25, qu'on a la forme en vert, vous voyez en vert la partie donc, prothétique, donc qui est designée suite au matching qu'on a fait par un essayage esthétique. Et on voit ici le planning donc, de cette 25. Alors, on a le tissu osseux, encore une fois, il faut que l'implant soit parfaitement positionné en correspondance pour la partie biologique avec la partie osseuse, au niveau de la partie osseuse en correspondance avec la biologie, et pour la partie prothétique en correspondance avec l'esthétique, la fonction. C'est-à-dire que votre sortie implantaire doit être pile dans le cingulum de la dent. On valide aussi la densité osseuse. Là, on est sur un D3, donc on va adapter le forage et l'implant en fonction. Là, les extractions implantations sur la 22-24. Voilà, donc on anticipe, on est toujours en correspondance avec les principes et les lois de l'extraction implantation, où on va venir extraire la dent délicatement, on met légèrement palatin, on assure une parfaite stabilité. Tout ça, on peut le valider sur le planning en amont de la chirurgie. Ça prend un peu de temps au début, mais on n'a pas la surprise dans la chirurgie. D'accord ? Il faut vraiment être confiant dans le système. On a encore une fois l'analyse, je dirais, de la qualité osseuse. Alors, ce n'est pas du 100%, mais ça donne comme une information intéressante. Dans ce cas-là, on est sur du D2, D3, sur la 22-24. Et enfin, je vais planifier sur la 23 la partial extraction therapy, c'est-à-dire ce qu'on appelle socket shields. Donc, vous voyez ici le planning de ma canine, donc sur l'image du milieu que je grossis là, voilà. Et donc, vous avez le design de la racine que je vois parfaitement et le positionnement de mon implant. Donc, on a l'axe de l'implant et l'axe de la racine. Donc, je vais venir cutter la partie palatine de la racine, garder uniquement parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un effondrement. L'os paraît très très fin et j'ai peur qu'en retirant la racine,
je me retrouve avec une perte osseuse considérable et là, je risque d'être un petit peu embêté pour assurer l'esthétique satisfaisante. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de bien valider l'axe par rapport à la prothèse. Hein. Voilà, ça, c'est important aussi. On valide encore une fois la qualité osseuse, on est sur du D3. Donc ça, c'est le planning général. Donc quand tout est OK, eh bien, on va passer commande. Donc on va recevoir la 4 cam prothèse et le guide chirurgical. Donc en l'occurrence, le guide qui va nous donner, qui va prendre appui, donc vous voyez, sur la gencive, sur les dents, et avec un système de vissage. Sans oublier une clé silicone au moment de la mise en place. C'est-à-dire que la patiente va mettre le guide, je vais la faire fermer. Je vais d'abord m'assurer qu'il soit parfaitement stabilisé sur les dents restantes. Ensuite, on va la faire fermer sur la clé silicone pour assurer qu'il soit parfaitement adapté. Et ensuite, je vais venir bloquer avec une vis. La fixation du guide, c'est fondamental. Si le guide est de travers, évidemment, vous n'aurez pas un bon résultat. Et évidemment, on vous dirait, ouais, la chirurgie guide, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut vraiment s'assurer que le guide soit parfaitement stabilisé. Donc, ça, c'est le 4 cam des 4 dents avant l'intervention. Dans ce cas-là, j'ai demandé à avoir des connexions non hexagonales. Parce que je voulais pouvoir avoir une petite, pouvoir gérer un petit peu au cas où. Sur 4 dents, c'est quand même un peu risqué d'utiliser l'hexagone. Il suffit qu'il y ait une petite erreur pour tout ouvrir. Donc là, j'ai préféré demander au prothésiste le non-ex, hein, de façon à être sûr de pouvoir positionner. Ceci étant, j'ai demandé une clé de positionnement pour être sûr du positionnement aussi. Hein. Donc ça a été fait en amont pour le prothésiste. Donc la prothèse en PMMA, fait avec du 4 cam, correspondant donc tout ce qui est au concept biologique des prothèses implantaires, avec une connexion usinée, mais non hexagonale, et une clé silicone, une clé prothétique qui me permet de positionner correctement ma prothèse. Voilà. Donc, on va passer à la chirurgie. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, donc extraction des dents, et socket fix sur la 13, donc extraction curetage, partial extraction thérapie et extraction curetage donc sur la 24. Donc là, positionnement du guide avec la clé en silicone et le vissage, hein, pour vraiment stabiliser ce guide. On voit le parfaitement positionnement sur les dents aussi. Donc ça, on retire, on fait nos différents fourrages. Donc vous avez vu tout à l'heure, donc les fourrages, la pose de l'implant. Et vous pouvez voir ici, on a un touch ici sur le guide, donc c'est pas grave. On vient retirer uniquement la petite et on vient meuler ce petit bout de résine de façon à pouvoir passer. Maintenant, il y a aussi des prolongateurs. À l'époque, je n'avais pas ce prolongateur. Maintenant, j'utilise le prolongateur. Ça évite de toucher le. Ce qui est important, encore une fois, c'est d'avoir la parfaite indexation de votre implant. Voilà. Donc, on a nos implants nos 4 implants qui sont positionnés. On voit ici la socket sheet qui a été réalisée. On valide la SQ et les torques sur chaque implant. Et à partir de là, on vient positionner nos prothèses avec la clé de positionnement sur lequel on va faire un peu de management osseux, donc pas de tissulaire mais osseux. Voilà, les implants sont positionnés, les sutures sont faites. Donc, on est sur quand même 4 implants unitaires en mise en charge immédiate, un secteur latéral. Vous pouvez penser que c'est un petit peu risqué. Ceci étant, si je fais ça, c'est parce que j'ai des bonnes raisons de le penser. J'ai eu des super résultats avec des mises en charge immédiates, avec ce type d'implant particulièrement, qui présente donc ce corps à 3-3 avec des disques qui peuvent être importants, des ailettes avec un ancrage important. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément un consensus, mais dans ce cas-là, et puis c'est typiquement européen aussi, cette notion de mise en charge immédiate. On fait beaucoup plus ça dans les pays asiatiques, où on vient mettre une dent, un implant, une dent, un implant, une dent, un implant. Chez nous, on fait plus des all-in 4, des all-in 6, avec des armatures. Et dans les pays, que ce soit coréen, etc., on utilise. Donc, je me suis lancé là-dessus et franchement, j'ai vraiment de très bons résultats. Pour preuve, voilà, la 23, donc au contrôle. Donc, par rapport à ma planification, donc l'implant est parfaitement positionné comme il avait été positionné lors de la planification. On voit bien ici, l'extraction, j'ai gardé la racine. Alors, ce qui est intéressant de voir, donc, si on respecte les concepts biologiques de cette intégration, avec les 2 mm un petit peu partis, la partie prothétique qui sort parfaitement. Ça, c'était ma planification. Et là, on a le positionnement de l'implant. Donc, on voit que la planification et que la chirurgie guidée, quand même, est relativement sécure et vous permet de transférer vos données virtuelles en clinique de façon fiable. Ce qui est intéressant de voir, c'est 4 mois plus tard, voilà l'état de ma gencive. Hein, et
Voilà, donc 4 mois plus tard, quand je fais la réalisation prothétique, alors là, je ne fais pas du transvissé, puisque c'est dans le prise retardée, on n'est pas sur une mise en charge immédiate, là, on est sur une mise en charge, enfin, si, la finale, on est sur une mise en charge immédiate, parce qu'on a fait dedans, mais sur la finale, je vais faire des moignons, pas du transvissé, je fais des moignons et des couronnes. Voilà, autant pour moi, excusez-moi. Et on voit la radio, donc parfaitement, et quand on fait à 6 mois, voilà l'état de la gencive. Et donc là, effectivement, on est sur une mise en charge immédiate avec 4 dents dans le secteur partiel latéral et on a un parfait résultat grâce à ces données donc, digitales où on a une bonne densité osseuse, on sait dans quoi on se lance avant la chirurgie, même s'il y a extraction et implantation, et grâce au design de ces implants Anyway, qui nous permettent une parfaite stabilité de nos implants. Alors, je vais vous faire un cas encore un peu plus impressionnant en ce qui concerne la mise en charge immédiate. Ça, c'est Gérard, 75 ans. Donc, il n'est pas fumeur, Gérard. C'est très bien pour nous. Alors, Gérard, voilà, il est comme ça. Il veut qu'on lui change toutes ses dents parce qu'il veut aller danser encore. Enfin. Et donc, je regarde un petit peu. Puis, il y a certaines dents qu'on peut garder, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas garder. Dans ce cas-là, j'ai pu retirer un petit peu pas mal d'éléments. Donc, j'ai fait les extractions, je dirais, un mois avant la mise en place des implants. Donc, là, je suis en train de faire l'analyse et je vais faire le planning. Donc, là, on a les empreintes donc, en 3D de ce qu'il a en haut et en bas. On va venir faire donc, le workshop, le digital workshop, pour s'assurer des parfaitement projet prothétique du cas. Et on va pouvoir envisager le planning. Donc, sur le planning, on a les coupes tangentielles, axiales, là-dessus on travaille. Est-ce qu'il faut qu'on ait un bon ancrage, la sortie prothétique, quel type d'implant on va utiliser, est-ce qu'on utilise des larges spires, des petites spires, la qualité osseuse. Tous ces éléments-là nous permettent d'assurer un maximum d'impératifs avant même la mise en charge immédiate des implants. Quand on va faire l'analyse générale, voilà, je vais poser pratiquement 11 implants. Tous les implants sont là avec l'année, on ne voit rien, mais il faut sachez que tous les implants ont été planifiés. On a une validation en termes de qualité osseuse. Ça, c'est le planning 3D en ce qui concerne le haut. Donc, on est sur 4 implants en haut. Et en bas, on est sur 7 implants. Il y a 11 implants en tout. Hein. Voilà. Quand on passe commande, on a le guide du haut, le guide du bas et toutes les dents qui sont livrées en même temps, en unitaire. Ça, c'est, comme je vais voir tout à l'heure, c'est le planning report. C'est pour chaque implant, on vous propose, selon la qualité osseuse et l'implant que vous avez choisi, le séquentiel de forage. Vous voyez, par exemple, ici, cet implant en position 36, on est sur un os D2 en 36. J'utilise un implant de 4,5 par 10. Il me note, vous forez jusqu'à 3, vous fourrez à moitié jusqu'à 3,8 et après vous mettez l'implant pour avoir une bonne stabilité primaire. Après, je peux fourrer à 4,3, c'est moi qui décide, mais le logiciel me donne cette information pour avoir une bonne stabilité primaire. Donc, à gauche, vous avez la mâchoire du haut et à droite, vous avez la mâchoire du bas. Donc, mise en place du guide. Les différentes séquences. Pour le haut, mise en place donc des implants. On fait le séquentiel de forage, comme vous pouvez le voir. L'insertion de torque est donnée avec la validation de l'ASQ. On est à l'insertion de torque à 50 avec l'ASQ à 78. Voilà, donc ça, c'est les 4 implants qui ont été posés en haut. Et vous voyez, la prothèse, elle a été faite en amont. On n'a plus qu'à la visser. Ça prend 2 secondes et demie. Donc, là, je suis en direct. Il n'y a aucune triche de rien. Les implants sont positionnés. La prothèse est vissée. Voilà. Le cas est fini en ce qui concerne le haut. Sachant que j'ai fait le haut et le bas en pratiquement 1h30 grâce à cette approche-là. Donc, vous voyez ici, vous avez toutes les prothèses qui sont positionnées. En bas, même principe. On descend, on vérifie l'annexation. On fait bien attention aux différents steps, d'être bien en contact osseux, d'avoir le guidage jusqu'à la mise en place de l'implant guidé et l'annexation de chaque implant. Donc, à partir de là, on valide la SQ et l'insertion de torque. On sait qu'on peut tout à fait envisager la mise en charge immédiate dans ces cas-là. Voilà, on vient positionner nos implants. Et ensuite, on vient manager la gencive. Voilà la prothèse. Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est, bon, ça c'est la technique donc, de Speed Immediate Loading Protocol qui a été développée donc, pour savoir si on pouvait mettre les implants en charge ou pas. Donc, ça prend en compte différents éléments, à savoir le design de l'implant, la densité osseuse, d'accord,
et l'ASQ et l'insertion de torque. Dans ce cas-là, l'ASQ était entre 71 et 82 et l'insertion de torque entre 45 et 60. Donc, on a pu faire la mise en charge immédiate pour du partiel en ce qui concerne l'insertion antérieure et pour les dents unitaires que vous avez pu voir. Ce qui est fort intéressant, c'est de regarder en ce qui concerne la 46. La 46, c'est une zone d'extraction qui a été faite. Donc, on est dans le septum. J'ai mis l'implant dans le septum. Je l'ai planifié dans le septum. On m'a donné une réponse, le logiciel m'a donné une réponse, oui, vous pouvez, vous avez une stabilité primaire suffisante. Donc là, j'ai mis l'implant dans le septum. J'aurais pu me dire, là, quand même, mise en charge immédiate, c'est un peu risqué. Ça, c'est la validation à 5 mois. Et regardez à 5 mois, l'implant en position 46. Donc, on n'a aucun, voilà, tout est parfaitement positionné. Et alors, ça m'a intéressé parce que je voulais quand même tester un peu l'histoire. Et donc, j'ai validé chaque implant, l'ASQ, toutes les 4 semaines, j'ai dévissé, j'ai fait un peu comme les professeurs Hang et Park, pour être sûr. Et j'ai démonté mes dents et j'ai pris mon ASQ sur chaque dent à 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines et 20 semaines. D'accord? Eh bien, regardez, au bout donc de 5 mois, en position 14, je suis passé à 80, 85, 83, 80. Vous voyez, l'ASQ, il a augmenté. Donc, mes dents sont parfaitement stabilisées, mes implants sont parfaitement intégrés à 5 mois. Voilà, je vous fais avoir un dernier. Donc, ça pour vous dire que la puissance du digital m'a sécurisé, m'a donné un petit peu permis une meilleure analyse du cas et m'a permis de faire des traitements que peut-être que je n'aurais pas pu oser faire si je n'avais pas eu cette sécurité grâce au digital et grâce au système AirtoGate. Hein. Alors, comme je sais qu'on est en Europe et qu'on pratique très peu ce genre d'approche de un implant, une dent, un implant, une dent, et que maintenant la mode c'est de faire du all-in-4, donc je vais quand même vous faire voir un cas que j'ai traité avec le digital, où j'ai pas fait du all-in-4, j'ai fait du all-in-6 sur ce monsieur ou du all-in-7, je sais pas, sur un cas du haut, mais pour faire voir comment on peut anticiper aussi tous les écueils dans les cas classiques de all-in-X, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Hein, où on est sur une armature complètement rigide. Donc ce patient-là, c'est un Hongrois germanique, donc lui, il s'était fait faire une prothèse complète comme ils font en Allemagne, il y avait des coiffes télescopes, ça marchait très bien. Et puis bon, il avait un peu marre d'avoir son appareil, il m'a dit, docteur, est-ce que vous pouvez me faire des implants? Donc on a opté pour la mise en charge immédiate. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'extraction. Donc on est d'accord. On va travailler, sur la gencive existante. Donc en bas, j'ai refait le bas avant de faire le haut. Donc, on peut voir la panoramique en haut à gauche. Donc, vous voyez quand même, ça paraît facile parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'os, mais les crêtes, vous voyez, je vous ai designé ici, là, un petit peu on voit les coupes coronales. Il n'y a pas tant d'os que ça sur le niveau crestal, donc il faut quand même être vigilant. On ne peut pas passer en flapless vraiment sans guide, sans rien, parce qu'on peut faire des erreurs sur l'apex si on est trop haut. Il faut vraiment avoir soit on décolle complètement ou alors on flapless avec le guide. Sauf dans ce cas-là, vu qu'il y avait une faible épaisseur donc au niveau vestibulaire, j'ai opté pour faire un guide donc qui vient prendre appui sur la gencive, mais de décoller la partie vestibulaire de façon à venir faire une petite greffe en vestibulaire, la positionnement osseux pour épaissir un petit peu le vestibulaire. On verra après. Donc, ça, c'est l'analyse par rapport à l'appareil qu'il avait. On a fait un petit peu mieux. Suite à ça, on prend l'occlusion, on valide, on lui fait faire un provisoire, on valide la fonction, l'esthétique, on prend une empreinte numérique de tout ça. On envoie au scanner avec le provisoire, le montage esthétique, autant pour moi. Et donc, on a le planning donc, du cas où on voit qu'on va pouvoir planifier. Donc, vous voyez, sur le secteur 21, l'implant est un 3,3 et on est pratiquement 1 mm d'os. On n'a pas les 2 mm. Et donc, c'est pour cette raison-là que j'ai opté pour décoller complètement vestibulaire et faire des appositions osseuses, enfin des greffes, des comblements osseux, c'est pas des greffes, c'est de l'os allogénique que j'ai positionné en épaisseur pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans le temps, parce qu'on peut avoir des déconvenus quand on a un os trop fin en vestibulaire. Donc là, on voit parfaitement les implants. Vous voyez, sur certains implants, on a un os qui est en vestibulaire qui est trop fin, d'où cette idée de venir mettre des… Donc ça, c'est des éléments auxquels il faut réfléchir. Et le planning, ça sert à ça aussi. Ça sert à voir qu'il y a de l'os, qu'il n'y a pas d'os, qu'il faut greffer, qu'on peut mettre des systèmes angulés, qu'on passe sans système angulé, on définir les hauteurs des différents implants, des abutments, etc. Donc ça offre vraiment beaucoup d'intérêt. On valide aussi les différentes densités osseuses. Donc, le planning 3D, on a la position des implants, l'axe prothétique. Pensez aussi au positionnement des pins de blocage, qu'ils soient parfaitement cohérents et parfaitement stabilisés.
Donc, suite à ça, on va pouvoir passer les commandes. Mais avant de passer commande, je me suis posé la question, c'est parce que j'ai fait pas mal de cas comme ça et je me suis dit, on est quand même embêté dans ces cas-là d'avoir la prothèse complète. On doit la positionner sur les… Comment faire pour stabiliser ça idéalement au niveau occlusal? De la tenir comme ça, cette prothèse, en DV, en PIM, en dynamique. Si le patient a mordu avec une prothèse, si vous voulez, on a fait le planning avec une prothèse qui était un esthétique setup, comment je peux faire pour retrouver le parfait positionnement de cet esthétique setup en bouche suite au montage esthétique que j'ai scanné au départ. Et en fait, donc l'idée, c'était pour pas m'embêter lors du collage, pour être sûr de l'occlusion et du positionnement de ma prothèse. Donc en fait, l'idée qui a germé, ça a été de faire une prothèse réalisée en 4K, issue des fichiers STLC, etc., incorporant la planification des vis de blocage du guide. Je m'explique. On a le guide, enfin la planification et donc la prothèse donc, qui est issue de l'esthétique setup. Et ici, vous voyez les vis de blocage du guide qui ont été planifiées. D'accord? Voilà. Là, la prothèse provisoire, enfin l'esthétique setup en place, c'est parfaitement adapté au patient. Elle a été validée en occlusion en fonction. On a les vis, on a planifié les vis pour le guide. Mais on s'est dit, pourquoi ne pas simplement faire la prothèse définitive, enfin la prothèse transitoire, donc avant l'intervention, et de se servir de ces trous de vis pour positionner la prothèse. Donc pour ça, il faut matcher la prothèse transitoire avec le guide. Donc ça, c'est la prothèse, on match les deux, de façon à ce que les deux présentent les axes identiques, les axes des vis. Donc c'est le matching qui a été réalisé entre les deux. Donc, à partir de là, on va pouvoir commander le guide et la prothèse en amont. Donc, vous avez le guide avec les trous qui permettent donc de venir fixer le guide, qu'on va retrouver au niveau de la prothèse transitoire, de façon à bloquer la prothèse. Vous voyez, ça, c'est la clé en silicone pour le guide, avec les axes pour fixer, pour fixer le guide, qu'on va retrouver au niveau de la prothèse transitoire. Dans le protocole chirurgical, bon, maintenant, on est en full flap en haut, donc on va faire notre décollement, voilà, pour venir combler dans un second temps, mais on a l'appui palatin de notre guide. Donc, on va venir positionner le guide avec la clé en silicone. Donc, je vais voir comment ça se présente. Donc, le guide est parfaitement stabilisé. On va demander au patient de fermer. Bon, il est positionné. Voilà, on ferme et à partir de ce moment-là, on vient bloquer avec des vis. Et que ça, quand c'est bloqué, je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur possible. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais validez bien tous les points. Assurez-vous que le guide soit parfaitement stabilisé et que ces clés en silicone soient parfaitement réalisées. Et une fois que ça c'est positionné, bon, vous avez votre prothèse, votre guide chirurgical qui est vissé. Vous pouvez faire tous les steps de forage tranquille, comme vous avez l'habitude, initial, 2, 2, 5, 2, 8, etc. Même faire un petit peu de ce qu'on appelle le crystal bone drill pour éclater un petit peu la partie cristal pour que votre implant descende bien. Dans un second temps, donc, on vient venir en positionner les implants. Donc, moi, je les mets à la main, je les finis à la clé et je pourrai de façon retrouver parfaitement le système d'indexation. Tous les systèmes d'annexation sont positionnés. On essaye les ASQ, on valide, 72, 71, 75, 79. Donc, sur une mise en charge immédiate, ça ne présente pas de problème. Tout est validé en termes de mise en charge immédiate. On vient mettre les multi-unités. Et là, vous voyez, la prothèse, donc, elle va venir se fixer sur les trous qui ont été faits pour la mise en place du fixation du guide chirurgical au même endroit. Voilà, je vous fais voir en direct comment ça se passe. On se met, et là, on descend exactement au même endroit, en fermeture. Donc, je suis sûr du positionnement puisque cette prothèse provisoire correspond à l'esthétique setup. Et en fait, l'esthétique setup a été matché avec le guide. Donc, le positionnement est parfait. À partir de là, j'ai ma prothèse qui est fixée. J'ai plus qu'à la coller. Alors, c'est vrai qu'au niveau du share time, on en a pour 10 minutes à faire ça, bien coller cette prothèse. Tous les éléments sont là. En plus, on voit qu'en postérieur, j'ai gardé les deux molaires. Donc, on a un appui postérieur qui me permet d'avoir un calage postérieur qui m'assure entre le devant, les deux vis, et en postérieur, les deux dents. On a un parfait calage de cette prothèse en occlusion parfaitement. Donc, on vient. Alors, je vous conseille de ne pas utiliser dans les collages de composite ou quoi que ce soit, utiliser de la résine de l'anax-dent ou
des résines un petit peu monomères, c'est plus costaud dans le temps. À savoir que tout ce qui est résine CM2, etc., c'est très intéressant, mais le patient va garder ça au moins 4-5 mois, voire 6 mois, il faut que ce soit… Et quand vous faites ce genre de réalisation en PMMA sur des monoblocs, il faut vraiment préciser au patient que c'est un travail provisoire et qu'au bout de 6 mois, il va falloir faire un travail définitif. Les patients ne peuvent pas garder ce genre d'éléments, c'est trop fragile dans le temps. Il faut le savoir, le PMMA, au bout d'un moment, ça peut casser. Sauf si vous envisagez une armature métallique, mais bon, je l'ai fait, on pourra en parler de notre temps, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, je n'ai pas fait d'armature métallique. Donc voilà, on ménage un petit peu les profils d'émergence. Et donc le protocole, là on est reparti sur le protocole, ça va, on est revenu en arrière, autant pour moi. Voilà. Donc là, on est à 7 jours, à 1 mois, et là, on est à 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est les X-ray à 6 mois. Donc ça, pour vous dire que le digital, ça nous a permis de faire des réalisations en mise en charge immédiate instantanée. Donc vous avez vu les différents éléments, la mise en charge d'une dent simple, d'un secteur partiel, d'un multi-implant, enfin d'une haut et bas qui a été traité en pratiquement 2 heures, et ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on appelle des réhabilitations néolinix, hein, selon ce que vous souhaitez, des 6, des 8, des 5 ou des 4. Voilà. Donc pour conclure, donc simplement mise en charge immédiate le digital grâce au système Air2Gate, c'est pour avoir les key home messages, c'est plus de précision, plus de prédictibilité, moins de temps au fauteuil, de la sécurité, de la stabilité pour les résultats à long terme. Voilà, je voudrais simplement conclure pour vous dire que pour ceux que ça intéresse, j'organise avec mon ami Jean-David Beauchâtel le 2 et le 3 octobre à Cannes 2 jours de formation sur maîtriser la mise en charge immédiate simplement. On va essayer de vous donner toutes les astuces et les petites combines pour venir faire ces mises en charge immédiates. Alors, en ce qui me concerne, je vous donnerai un petit peu les ficelles pour lui faire avec le digital. Et Jean-David, lui, est plus spécialisé dans l'analogique, donc il va vous faire voir comment il va faire cette approche sans digital. Il faut savoir que Jean-David, c'est vraiment quelqu'un qui, de nos jours, est un jeune qui est très, très prometteur. Il est aussi fort sur les facettes que sur l'implantologie ou sur les greffes. Donc, ça va être vraiment 2 jours de formation formidable. Si vous voulez avoir des informations, soit vous me contactez en MP sur Facebook ou sur Messenger à Laurent Serre. Sinon, vous m'envoyez directement un email. C'est très simple, c'est laurent.serre@wanadoo.fr. Concernant le digital, je vous invite vraiment à vous renseigner et à vous inscrire à ces sites, à savoir la CAI Academy, dont je suis vice-président. C'est la Computer Aided Implantology. Vous allez retrouver tout ce qui se fait de nouveau en implantologie. Si vous allez avoir des vidéos, des cours. Chaque année, il y a un congrès. Si vous êtes adhérent, ben, vous ne paierez pas l'entrée du congrès. Enfin bref, vous avez tous les éléments, la biographie. De la même façon, vous avez une autre société à laquelle je suis active member, qui est la Digital Dentistry Society. C'est formidable parce que ce sont des associations qui sont aussi étrangères, internationales. Donc, ça vous ouvre l'esprit, ça vous ouvre l'esprit en tant que francophone au monde de digital qu'on trouve un peu partout. Vous avez toutes les données qui vous arrivent et c'est vraiment très enrichissant. Et je voudrais terminer par vous dire qu'avec mes 2 compères, Marc Baranès et Jérôme Lipovitch, on a fait cette année, enfin c'était en janvier 2019, en janvier, l'IDD, l'International Digital Day à Paris. C'était formidable. On a réuni 500 personnes avec tout sur le numérique. On parle d'un petit peu tout ce qui se fait en dentisterie et qu'on va refaire ce congrès en janvier 2022. Donc, je vous demanderai peut-être d'avoir un petit peu l'œil. C'est très convivial. On regroupe plein de nouveaux conférenciers sur ce qui se fait de totalement novateur en digital. Donc voilà, vous avez tous ces éléments et j'espère que cette présentation vous a satisfaite. Eh bien, merci, docteur Renaud, Serre, pour cette présentation très complète, très instructive. Donc, j'invite les participants, parce que j'ai vu qu'il y avait des mains levées pendant la conférence, à poser les questions via le petit Q&R qui est en bas à droite pour que je puisse poser les questions directement, parce qu'il y a des mains qui se sont levées. Et je pense que plutôt que de laisser la parole à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il est déjà un petit peu tard, l'idée, voilà, c'est de centraliser les questions. Donc, si vous voulez bien les poser, ou sinon, Dr Serre se fera un plaisir d'y répondre, comme il l'a dit, soit sur son Messenger via sa page Facebook ou sur l'adresse mail qu'il a fait passer. Donc, c'est laurent.serre@wanadoo.fr. C'est bien ça? exactement. Voilà.
Donc, en attendant les questions, moi, j'en avais une petite par rapport au design de l'implant. Est-ce que le design de l'implant AnyRidge a changé votre approche sur la mise en charge immédiate? Alors, il faut savoir que moi, j'ai pratiqué énormément de systèmes d'implants, hein. J'ai commencé avec IMZ, j'ai fait Brandmark, j'ai fait 3i, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi le système du Dr Scortecci, qui est un très beau système avec les systèmes de disque implant, et même si, bon. Et je retrouve un petit peu dans cette approche de Lenny Ridge, vraiment cette notion de venir s'ancrer avec ces spires là qui sont larges, tout en ayant le corps à 3-3, avoir des spires importantes, stabilité importante de l'implant. Ça, c'est fondamental. C'est vrai que cet implant, le Honey Ridge, il est incroyable. C'est-à-dire, il est incroyable. Il faut le tester. Si vous avez le sens clinique, il faut y aller. Vous le testez, vous allez tout de suite être addict. Vous allez voir qu'il y a un ancrage formidable. Dans toutes les situations, il peut s'adapter. Et cette notion de corps à 3-3 avec les disques cette disque fin en knife system très fin qui vient se prendre sans agresser l'os, hein, parce que même si vous utilisez des spires importantes et que vous êtes en sous-forage, les filetages sont tellement fins, enfin, c'est comme des lames de couteau, qu'on n'a pas de craques osseux qui se font quand on descend l'implant. Par contre, on retrouve la stabilité. Et pour ça, c'est vraiment formidable comme implant. Donc c'est vrai que ça a D'accord. changé ma vie, cette réponse. C'est vrai que ça a Merci. changé ma vie. Alors, on a des messages de félicitations. Euh, Alors, il y a le docteur voilà, Fota qui vous demande si vous commandez tout sur Air2Gate, le guide, la prothèse, ou si vous passez par votre prothésiste. Alors, moi, je suis un petit peu, vous voyez, je vais vous dire franchement les choses. Je sais qu'il y a plein de systèmes qui sont sortis, qui sont sûrement très bien, les Blue Sky, etc. Moi, je ne suis pas la personne qui va faire le truc à la maison dans le regard. Voilà. Je planifie mon cas, je regarde le cas, je le planifie, je passe du temps à ça, et après, j'envoie tout à la société qui va s'occuper de faire le guide et de faire la prothèse. Et je peux vous assurer qu'en l'occurrence, bon, vous avez le système en Allemagne qui est très bien, et depuis quelque temps, je travaille aussi avec l'Estonie, parce que de nos jours, il faut être international. Ça se fait aussi bien. On reçoit le guide dans la semaine avec la danse, ça se passe très très bien. Il faut un peu s'internationaliser. C'est pas plus cher. C'est pas plus cher de passer par un système Air2Gate Center que d'utiliser, de faire tout à la maison avec les erreurs qu'on peut faire et puis s'acheter la gineuse et s'acheter l'imprimante, etc., etc. Donc moi, si vous lancez là-dedans, je vous conseille vivement, chacun son job. Vous êtes implantologiste. Vous n'êtes pas le gars qui fait vous faites un planto, vous planifiez, vous réfléchissez à votre prothèse, vous réfléchissez comment votre implant va se mettre, la stabilité de votre implant, etc. Et puis une fois que vous avez validé tout ça, vous envoyez à Air2Gate et eux, ils vous renvoient dans la semaine le guide et la dent. Euh, voilà, et puis vous n'avez pas d'erreur parce que c'est plus simple. Voilà. Maintenant, si vous voulez tout faire, vous pouvez aussi, peut-être, je ne sais pas si on peut tout faire avec le système Air de Gate, parce que le système, tous les Air de Gate Center, bon, il faudrait poser la question aux commerciaux, mais vous avez un process qui est bien spécifique. Et donc, il vaut mieux passer par ces. Mais ceci étant, sachez que le coût n'est pas si élevé que ça. Voilà. Parce que c'est vrai que J'espère avoir répondu à la question. je pense qu'a priori, oui, c'est vrai que concernant les centres Air2Gate, le plus proche pour l'instant, c'est vrai qu'il est basé en Allemagne. Vous avez cité celui de l'Estonie. Megagen France est en train de travailler activement pour ouvrir un centre Air2Gate en France, donc qui soit en mesure de fabriquer à la fois les guides, la prothèse transitoire, mais aussi pouvoir avoir un centre d'usinage pour tout ce qui est pilier personnalisé, justement pour qu'il y ait une interface plus facile entre le prothésiste, on va dire français, le prothésiste du centre Air2Gate. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite barrière de langue qui s'installe entre les différents prothésistes. Mais c'est vrai que Air2Gate n'est pas là pour switcher les prothésistes avec lesquels vous travaillez, quoi. Donc, bientôt, on sera en mesure d'offrir cette solution
qui soit basé aussi en France. Voilà. Ouais, par contre, en ce qui concerne la prothèse définitive, parce que quand on fait de la mise en charge immédiate avec ses dents, je pense aux unitaires par exemple, ou même tous les complets que vous avez pu voir, et bien évidemment que la prothèse définitive, c'est mon prothésiste qui l'a fait, où on gère parfaitement les connectiques, on gère parfaitement l'esthétique, avec quand c'est de la céramique, il y a des montages, des essayages esthétiques en céramique, etc. Donc ça, c'est géré par mon laboratoire de prothèse en France. La partie Air to Gate Center, c'est uniquement pour le provisoire avec le guichet chirurgical pour la chirurgie de mise en charge immédiate. Voilà. Bon, eh bien, merci. Donc, j'invite les praticiens qui ont d'autres questions donc, à les envoyer directement sur, parce que comme il se fait un petit peu tard, directement sur l'adresse mail du docteur Serre, donc à laurent.serre, S-E-R-S, n'oubliez pas le S, @wanadoo.fr. J'en profite également encore pour vous remercier pour votre conférence, docteur Serre. Et puis, écoutez, merci d'avoir participé. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer si vous voulez avoir des informations, ce soit à Megagène, soit directement sur mon email. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Thank you very much. Hi. And bye. Bye bye. It's nice for appetizer. I go to drink the cocktail now. Good. Very good. I go up. Thank Bye. you, Laurent. Thank you. Ciao, ciao. Ciao. Thank you, Renaud. Thank you, Sean. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.